La chaîne du peuple. Bonjour, y Écoutons a-t-il un pays au monde qui s'est développé grâce aux proverbes effrayants? Peut-on atteindre un niveau de taux de croissance optimal en innovant chaque jour dans les proverbes du Botswana? Peut-on remporter une coupe du monde en misant sur des proverbes bizarres, des proverbes qui ne font pas vraiment mousser? Une gouvernance par des proverbes effrayants, c'est du jamais entendu dans l'histoire des gouvernements. Des proverbes bizarres très fades, des proverbes qui ne font ni rire ni réfléchir. On est plutôt inquiet pour les auteurs. Sinon, la gouvernance par les proverbes mystérieux du président Popo du Botswana, n'est-ce pas là une bonne problématique qui pourrait intéresser les chercheurs? Question de se moquer un peu de ce nouveau paradigme managérial des forêts équatoriales. De toutes les façons, quittons derrière ces choses qui peuvent amener quelqu'un à douter du sérieux de certaines nominations. Intéressons-nous plutôt à la rentabilité des ministres camerounais. Interrogeons ce matin l'une des causes de la médiocrité des résultats qu'ils accumulent toujours dans leurs différents départements ministériels. Il s'agit du mauvais casting, le mauvais choix des hommes, des choix parfois très intrigants. Comment devient-on ministre au Cameroun? À quelques rarissimes exceptions près, généralement on devient ministre parce qu'on a été soutenu par des réseaux qui commercialisent souterrainement les nominations au Cameroun, des réseaux qui contrôlent les accès au président et soufflent régulièrement dans ses oreilles. Les contreparties sont directement versées au réseau. Chaque réseau fait de ses poulains la ressource nécessaire pour élargir son influence ou combattre, neutraliser les autres réseaux. Le nouveau promu doit d'abord allégeance au réseau. On devient aussi ministre parce qu'on a usé ses genoux au sol pour chanter les louanges du président. Les candidats au poste ministériel doivent se livrer à un laborieux challenge de meilleurs griots. Parfois, ils étendent carrément leurs louanges sur toute la famille présidentielle. Le nom du président, toujours bien garni, ne respire pas dans leur bouche. Il reste seulement qu'ils rampent pour démontrer au président leur allégeance débordante et leur admiration, déférence ruisselante. Parfois, nous avons peur qu'ils ne disent merci au président pour les 1 an de plus ou ne lui disent merci pour la nouvelle naissance dans leur foyer. On devient également ministre au Cameroun grâce à l'activisme politique débordant sur le terrain avec des dons distribués avec l'argent issu des détournements ou des pots de vin. À l'approche des élections, on s'active pour s'afficher comme le plus engagé de la localité. À coup de grosses publicités médiatiques, on cherche à se faire voir et frapper l'œil du prince qui récompense en fonction des scores électoraux dans les bases. C'est là où chaque candidat à la nomination se bat pour avoir aussi un socle granitique. Fraude électorale, intimidation des opposants, recours à des éliminations non conventionnelles, on ne lésine sur aucun moyen pour s'affirmer comme le bon élève du système de parti unique. On devient aussi ministre au Cameroun grâce à l'opposition de prestidigitation. Les gens font de l'opposition juste pour amener le prince à négocier en vendant leur silence contre une place à la mangeoire. Le prince qui affectionne la reddition, la castration des opposants se plaît généralement dans ce type de cooptation. Il aime entendre qu'il a émasculé tel opposant, qu'il a handicapé l'opposition. On devient également ministre au Cameroun grâce à l'intention du prince de choquer ou de ridiculiser une élite de la localité, lui montrer qu'elle ne valait rien, lui opposer une rivalité locale. Pour le prince, il est question de cogner les têtes entre fils d'une aire géographique, dégonfler celui qui a été déchu. On devient aussi ministre au Cameroun parce que papa était un baron du renouveau ou parce que la famille fait partie des familles baroniques du renouveau. Il ne faut pas être ingrat en marginalisant la famille baronique dans le partage des privilèges du pouvoir entre familles dites princières. Son fils ou mon fils doit aussi être à la mangeoire comme les fils des autres. Il s'agit de la reproduction des familles ou des personnes dites royales. Ce sont aussi des formes de reconnaissance pour la loyauté du père ou de la famille. Enfin, on devient ministre au Cameroun parce qu'il faut aussi que la tribu, l'ethnie ou la localité ait un représentant à la mangeoire. On force ainsi des profils juste pour satisfaire la tribu. Parmi toutes ces choses sur lesquelles on se base pour nommer quelqu'un ministre au Cameroun, il y a tout sauf la compétence et le profil de l'emploi. C'est par coïncidence, par hasard ou collatéralement qu'on peut avoir la compétence ou le profil de l'emploi à un poste. C'est difficile d'avoir un nouveau ministre, même un ancien ministre qui parle des affaires de son département ministériel avec autorité. C'est difficile de voir à la tête d'un ministère un spécialiste
ministre des Affaires de ce ministère. Oui, les nominations ministérielles sont des choix politiques, mais il n'est pas interdit d'associer à ces choix politiques la compétence ou le profil de l'emploi. Ailleurs, on arrive à articuler les deux, satisfaction politique et satisfaction de la compétence ou du profil de l'emploi, politique et technocratie. Mais chez nous, à la tête de l'administration territoriale, vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît tout sauf l'administration. À la tête de la santé, quelqu'un qui a fait philosophie. À la tête de la communication, quelqu'un qui n'a jamais flirté avec la communication. À la tête du sport, un diplomate. Juste des exemples banals, des exemples comme ça. Ce ne sont pas les conseillers techniques qui vont niveler les savoirs de ces ministres en 2 mois ou décider conséquemment à leur place. Compter toujours sur les conseillers techniques ne garantit rien, rien du tout. Bref, avec ce type de casting, c'est l'échec chronique assuré. Bonne journée à tous. 93 la chaîne du peuple. 93. Voilà, vous avez écouté le docteur Aristide Mono qui vous parle là du casting, comment on devient ministre au Cameroun. Parce qu'à la sortie du ministre Atan Gandji, qui a maintenant mis un nouveau slogan sur la place publique en parlant du Molinex, en disant que le gouvernement ou alors les hommes en tenue sont comme le Molinex et que les fouteurs de troubles, ils s'adressaient comme ça aux bensikineurs, sont comme les condiments mélangés de Njangsang. Et que lorsqu'on verse tous les condiments dans le Molinex, c'est la pâte qui sort. Hier, on a déjà eu à commenter sur cette sortie-là. Mais le docteur Aristide Mono a un autre plan, comment devenir ministre au Cameroun. Et le gouvernement Biya, ces dernières décennies, a ralenti. Vous savez, à l'époque, les gouvernements se nommaient pratiquement après chaque 2 ans, après chaque 2-3 ans. On était sûr que M. Biya devait renouveler son cabinet. Mais à bout de 40 ans, il a renouvelé son cabinet près de certaines 12 une dizaine de fois. Et beaucoup se disent que c'est parce qu'au départ, il voulait véritablement avoir un changement. Il pensait véritablement à son projet de société, le libéralisme communautaire. Et malheureusement, il a eu des hommes qui lui ont trahi. Certains disaient qu'au départ, c'est le coup manqué de 85, de 84, qui lui plonge dans cet état de méfiance-là. Il va changer les hommes à fur et à mesure, jusqu'à ce que tout récemment, il a compris qu'il fallait s'étaler en seigneurie où chacun essaie de sauver sa portion et du coup la portion du prince n'est pas inquiétée. Donc vous avez écouté le docteur Aristide Mono qui passe par comment bien utiliser le nom du président. Vous allez voir régulièrement les ministres, lorsqu'ils prennent la parole, ils vont d'abord dire sur haute instruction du chef de l'État, ou alors les vœux du chef de l'État, ou alors les vœux présidentiels. Pour renforcer le mensonge, le plus souvent, on utilise le nom du chef de l'État. Également, les récompenses électoraux, c'est-à-dire ceux qui gagnent des sièges constitutionnels dans leur bastions électoraux, c'est généralement ceux qui sont récompensés par le gouvernement Biya. Il parle de l'opposition de prestige, c'est-à-dire il faut entrer dans l'opposition, jouer un peu de cartes grises, faire trop le boucan. Et bon, une fois qu'on te monte une place au soleil, tu te ranges à l'opposition majoritaire, c'est-à-dire tu accompagnes le gouvernement Biya de temps en temps, quand ça te plaît, à la veille des élections, lorsqu'on attend l'opposition de se mettre ensemble, eh bien, certains cas trouvent quand même les raisons pourquoi il faut soutenir la candidature de M. Biya et non pas honte souvent devenu sans se bomber les torses dans les plateaux de télévision. Il parle également de l'émasculation où avec M. Biya, c'est lui qui donne le calendrier des hommes même qui ont un parchemin, on te nomme, tu sais que tu as quelque chose à faire, mais tes mains sont liées parce que tu as peur de prendre certaines décisions et puis ça retombe contre toi. Vous voyez, les ministres souvent des choses se gâter devant eux, tu te demandes pourquoi pas arranger ça avant que ça ne se gâte, tu ne comprends jamais que ça ne dépend pas forcément d'eux. Il parle de pogner les têtes des ressortissants d'un point, ça c'est connu. Vous allez voir les élites qui se bagarrent entre eux pour être mieux représentés autour du prince. C'est généralement le cas, même dans le RDPC, on a des différentes factions. Une fois qu'une élite est nommé, il commence à faire ombrage à ceux qui ont été là avant lui. Je pense que c'est son moment de gloire, c'est son moment de joie. Et du coup, ce n'est pas toujours facile pour ces élites-là de comprendre qu'en réalité, c'est parce qu'ils cherchent à plaire au prince qu'ils ont des difficultés. Il parle du cooptage.